Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à cette journée. C'est un plaisir, un grand honneur. Je vais vous parler donc de sexualité, de couple et de cancer. Et Emmanuel Kessler, qui est un brillant et délicieux confrère, va vous parler, soi-disant de façon plus pragmatique, de cancer et sexualité et cancer de la prostate. Les mortels, disaient les anciens, pour distinguer les hommes des animaux et des dieux. Nous pourrions tout autant nous nommer les amants, non pas parce que nous serions les seuls à avoir des rapports sexuels, ni à aimer, mais parce que le sexe et l'amour, pour nous, sont des problèmes qu'il faut affronter ou surmonter, sans les confondre ni les réduire l'un à l'autre. Cela définit au moins une partie de notre humanité. L'homme est un animal érotique. Je viens de citer André Comte-Sponville, qui est un philosophe contemporain, qui a beaucoup écrit et parlé sur la sexualité, le désir et l'amour. La sexualité, voyez-vous, on croit que c'est plus tabou, que chacun y peut y accéder, en parler. Mais qu'est-ce que c'est que la sexualité? Que veut dire que quand tout est dit, quand tout est su, en tout cas croit-on, qu'on soit si frileux en fait pour en parler? Parler de sexualité et de cancer, c'est indécent. Une patiente me disait, quand on lutte pour la vie, on ne va pas en plus nous obliger à faire ça. Parler de sexualité, à quoi ça sert? C'est naturel, vous diront la plupart des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on laisse nos enfants regarder du porno, 62% des élèves de 6e ont vu des films porno. Et quand on dit ça dans notre entourage, tout le monde dit « Ah bon, mais c'est incroyable, mais ça ne m'étonne pas. Le contrôle parental, ça ne sert à rien. Ils ont tous des téléphones portables extrêmement sophistiqués. » Et quand on dit ça aux gens, ils vont dire « Ça ne m'étonne pas. Mais les miens, ils n'en ont jamais regardé. » Alors rassurez-vous, les 40% qui restent, ce sont les nôtres. Quand on est bombardé par les médias, les journaux, de multiples injonctions, elle, il y a quelques années, titrait... Ah oui, c'est parce que ça doit trembler, parce que comme je suis un peu émue, vous voyez, c'est pas le Parkinson. Donc, elle titrait, ce n'est pas mon vocabulaire, je cite, « La pipe, ciment du couple ». Et il y avait le témoignage d'un jeune homme qui disait, la première fois que j'ai un rapport sexuel avec une femme, si elle ne me fait pas de fellation, hein, exit. Et tout le monde applaudissait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on soit si frileux pour en parler? Preuve en est aujourd'hui, le programme de notre journal local a cité tous les intervenants de la journée, sauf nous, Emmanuel et moi. Le pire, voyez-vous, c'est que ce n'est pas une question de personne. Tout le monde sait que nous sommes des gens adorables, admirables, intelligents, cultivés, beaux. Bah. Mais une question de sujet. Une question de sujet, une question de croyance, une question de tabou, de méconnaissance. Ou, je ne sais pas, pourquoi cet évitement? Alors voyez-vous, chacun d'entre nous, soignants, patients, individus, hommes, femmes du monde, chacun d'entre nous doit s'interroger sur ce que cela signifie. Qu'il ne nous soit pas possible de parler de sexualité sans avoir peur, parce que probablement, on confond sexualité et pornographie, plaisir et perversion, intimité et intrusion, alors que la santé sexuelle est un droit humain. Et je vais vous citer la définition de l'OMS, qui date de 2006, mais qui est toujours d'actualité, bien sûr. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Il ne s'agit pas simplement d'une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination et violence. Pour atteindre et préserver la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Et cette santé sexuelle, soyez rassurés, dont je vais vous parler tout au long de cette présentation. Si on se réfère à la définition de la santé sexuelle, alors oui, bien sûr, la santé sexuelle va être affectée par le cancer. Affectée
Bon, excusez-moi. C'est histoire de vous mettre à vos genoux. Je suis capable de tout pour ça. Affecté. Voilà. C'était histoire d'avoir un beau monsieur à mes genoux, ici, à mes pieds, carrément. Excusez-moi, affecté, car la maladie, les traitements viennent faire effraction, viennent briser cet équilibre déjà fragile. Alors, il manque un des éléments au confort physique, émotionnel, mental et social nécessaire à la sexualité. Affecté par ce corps mutilé et l'image que va en avoir le patient, son ou sa compagne, le couple, surtout si les capacités adaptatives n'aboutissent pas à une réappropriation de cette image. Affecté par la relation à l'autre, le ou la partenaire doit supporter sa propre crainte, ses peurs, la fatigue et les humeurs, voire le désespoir de son ou sa compagne, sans jamais quelquefois pouvoir se plaindre. Il n'a rien à lui et il doit garder sa souffrance. Alors oui, avoir des relations sexuelles peut devenir difficile. Et le symptôme sexuel peut s'exprimer à chacun des niveaux de la sexualité. Il peut s'agir d'une dévalorisation de son attractivité. Comment puis-je lui plaire avec ce corps mutilé? Avant, il était toujours attiré par mes seins, c'est la première chose qu'il caressait. Comment il va faire maintenant? Ce qui va donc générer une absence d'érotisation du corps, associée à une peur inhibitrice de la sexualité, de la nudité, pardon. Inhibitrice, parce qu'on sait que la sexualité, ça demande du narcissisme. Je suis comme ça, et c'est bien. Et ça demande de l'exhibitionnisme. Bon, pas sur la place de la République, hein, dans l'intimité. Je peux m'en montrer, et je suis fière de ce que je suis. Comment puis-je prétendre à une intimité avec l'autre, quand ma poche de colostomie va nous gêner, être sujet au dégoût? Comment être dans ce couple où je ne réponds pas à ce que je crois devoir être, un homme qui donne du plaisir à sa compagne? Car s'il n'y a plus d'érection, et dans notre société on le voit bien, dans notre pratique clinique on le voit tout le temps, dans notre pratique quotidienne, un homme doit répondre au désir de sa femme par une érection. Et de toute façon, même s'il n'y a pas du désir de côté de la partenaire, un homme doit bander, il prouve ainsi son amour et son désir. On peut avoir un trouble du désir sexuel. Quand il faut lutter pour survivre, supporter les traitements, la douleur, il y a peu de place pour le plaisir. La sexualité n'est plus une priorité. Par ailleurs, les traitements, notamment les antiprogestérone, les anti-hormones masculines dans le cancer de la prostate, vont diminuer de manière physiologique le désir sexuel. Il en est de même chez les femmes où le désir sexuel va être aux abonnés absents avec la ménopause induite ou aggravée chez les personnes plus âgées par les traitements. Et on voit apparaître des bouffées de chaleur, des douleurs articulaires, de la fatigue, un état dépressif, qui en sont les symptômes généraux et qui bien sûr vont influer sur le désir sexuel. Et puis, n'oublions pas une des fonctions primaires archaïques de la sexualité, la procréation, qui n'est plus d'actualité, certes, mais elle peut être différée, car bien souvent la fertilité est préservée, et il sera possible d'avoir une grossesse. Sinon, il y a la possibilité de prélever des fragments d'ovaires, des ovocytes, des spermatozoïdes, qui vont être congelés et préservés pour une grossesse ultérieure. Extérieure, non, ultérieure. On va trouver aussi un trouble de l'excitation. Vous savez, la composante organique de l'excitation, chez les hommes, c'est l'érection, et chez les femmes, c'est la lubrification. Être mouillé. Parce que quand on dit aux femmes, est-ce que vous lubrifiez? Elles disent, oui, oui, je lubrifie. Oui, on est étonné, parce que, en fait, elles lubrifient parce qu'elles ont mis un lubrifiant. C'est pas ça, la lubrification, je parle de lubrification naturelle. On mouille. C'est pas gracieux à dire, mais tout le monde comprend. Donc, chez les femmes, notamment dans les cancers génitaux, la problématique induite par les traitements va générer une sécheresse vaginale, voire une atrophie vaginale. C'est-à-dire que le vagin est un peu celui des femmes ménopausées, âgées. Il va être un peu, moi je dis cartonné, j'exagère un peu, mais il n'a plus cette souplesse qu'il pouvait avoir. Et ça va entraîner des douleurs à la pénétration, ce qu'on appelle une dyspareunie. La dyspareunie, c'est l'intolérance aux mouvements coïtaux. C'est-à-dire que dès que les femmes sont pénétrées, elles ont mal, ça brûle, ça arrache. Donc la moitié des femmes auraient une dyspareunie et 42%
un manque de lubrification. Ceci dit, quand on a une douleur, eh bien, on est moins excité, donc on est moins lubrifié. Si on est moins lubrifié, on a une douleur. Donc, qui fait la poule, qui fait l'œuf. Donc, les rapports peuvent être douloureux, voire impossibles, malgré la prise de lubrifiants, qui sont aidants, mais ils ne font pas tous les lubrifiants. Il y a un patient qui me disait, ma femme met du lubrifiant, ça coulisse mieux, mais elle sent rien. C'est vrai que ça ne fait pas tout et ça ira encore moins bien s'ils sont mal utilisés. Très souvent, ils sont appliqués à l'extérieur de la vulve. On le met à l'extérieur plutôt que dans le vagin et sur le pénis parce qu'on n'ose pas mettre son doigt dans le vagin, on n'ose pas mettre son lubrifiant. Quand on veut mettre une clé dans la serrure et que c'est un peu rouillé, on n'a pas idée de mettre l'huile sur la porte. On va la mettre sur la clé et on va le mettre dans le pen ou la serrure, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pareil. Et encore, excusez-moi d'être un peu brute de pomme, si vous mettez du lubrifiant comme on farcit un calmar, ça fera pas forcément efficace non plus. Tandis que si vous érotisez ça, parce qu'on peut érotiser le lubrifiant, aller dans un sex shop, on vous proposera des lubrifiants à la framboise, à la rose ou je ne sais quoi. On peut utiliser un produit qu'on va mettre en massant le pénis de son compagnon ou que lui-même va vous masser le vagin, ce qui va, les parois du vagin, ce qui va augmenter la possibilité de lubrification, en tout cas les sensations d'excitation. Alors, je ne suis pas supposée parler de médicaments, mais on est entre nous et vous ne nous cafeterez pas. Moi, j'utilise beaucoup les produits VEA, qui sont des produits qui ont été faits par un petit laboratoire. Et si... alors, il y a une de mes patientes qui avait un cancer du vagin, elle avait été irradiée ou curithérapiée, je ne sais quoi. En tout cas, ce n'était pas un vagin qu'elle avait, c'était un buisson. Et elle a utilisé ces produits, elle en était ravie. Elle avait un métier, elle voyait beaucoup de gens, donc elle a fait beaucoup de pubs. Et par une association, elle avait réussi à avoir plein d'échantillons de ces laboratoires. Donc vous allez sur Internet, je dis tout doucement, sur Internet, sur VA France. Et ces produits sont parfaits. En plus, ça sert à tout. Hein. On peut même s'en mettre sur la figure. Hein. C'est pour ça que j'ai un si joli teint. Donc, vous voyez. La sécheresse et l'atrophie vaginale peuvent aussi bénéficier de traitements œstrogéniques. Même après un cancer du sein, on peut mettre des ovules ou de crème d'œstrogène. Alors, il y a des gens qui hurlent quand on dit ça, il y a des gynécos qui hurlent et il y a des gynécos qui applaudissent quand on dit ça. En tout cas, pour que c'est une action délétère sur le cancer du sein, il faudrait se mettre peut-être 25 tubes de crème dans le vagin, hein, vous voyez, donc c'est pas souvent le cas. Et c'est relativement efficace pour récupérer. J'ai mis des pompes naturellement sur mes lunettes. Voilà, c'est pour récupérer une muqueuse vaginale souple. Qu'est-ce que j'ai mis? En plus, c'est illisible. Hein. Alors, oui, ce que je disais aussi que j'ai rajouté dans le cancer du sein et qui est un petit peu important, il y a des femmes qui, pour s'exciter, ont comme stimulus de base la stimulation des mamelons. Les femmes, vous leur stimulez les mamelons, ça les excite, elles peuvent avoir un orgasme comme ça. Si quand vous avez un cancer du sein, lors de la reconstruction, on vous propose d'utiliser le mamelon du sein sain, j'avais écrit S-A-I-N-T. Bon, mais mon psychanalyste est dans la voiture, ça risque rien. M'attend. Donc, eh bien, ces femmes-là vont se trouver avec aucune possibilité d'excitation. Hein, vous voyez, donc faites attention, les médecins, les patients, à penser à ça aussi, à dire non, je tiens à ce que mon mamelon reste intègre, parce que moi, j'aurai celui-ci. Alors, bien sûr, on va vous dire qu'on peut développer d'autres zones d'excitation. Tout le monde a vu le film Intouchable, hein, où ce pauvre monsieur qui était tétraplégique ne pouvait plus avoir de sexualité, il sentait rien, on lui renverse du thé brûlant sur la cuisse, il sent rien. Donc il n'avait aucune sensation de zone érogène, on suppose. Donc on l'amène dans un lieu et on lui stimule les oreilles. Donc voilà. Mais avant que vous arriviez à avoir des orgasmes par la stimulation de l'oreille, vous me le dites, hein, je dévisse ma plaque, on ouvre un cirque. Par ailleurs, quand la fatigue, la dépression, les effets secondaires des médicaments prennent tout l'espace, le désir va être absent
Et c'est difficile pour la partenaire ou le ou la partenaire de s'accorder son plaisir, de s'exciter, et il peut lui-même ou elle-même développer des dysfonctions sexuelles. Hein. Comment je peux caresser les seins de ma femme alors que j'adorais ça? J'ose pas toucher sa cicatrice, je vais lui faire mal, j'ose pas toucher l'autre sein. Voilà. Donc, et la femme elle-même dit mais il me désire plus, il m'aime plus, et ça devient extrêmement compliqué. Et les hommes peuvent ainsi développer des dysfonctions érectiles ou une éjaculation rapide. Et les femmes, lorsque mon homme va avoir des problèmes d'érection parce qu'il a été opéré de la prostate, donc j'ose plus aller vers lui, ma femme n'ose plus venir vers moi, c'est qu'elle me désire plus, etc. Au niveau de l'orgasme, les études, parce que l'orgasme c'est l'aboutissement de l'excitation, il paraît. Les études montrent que 30% des femmes atteintes du cancer du sein, auraient une altération de la capacité à obtenir un orgasme. Moi, je trouve que 30%, c'est pas beaucoup. Je ne vous ai pas donné beaucoup de chiffres dans cette étude. Moi, les chiffres des études, j'y crois pas, surtout dans les questionnaires de sexologie. Les études, c'est fait de manière très sérieuse, avec un tas d'items très précis dans lesquels il faut rentrer. Et on se rend bien compte que chaque personne est tellement singulière que personne rentre dans le cadre, donc on met des petits... Hein. Et puis les gens racontent des histoires. Ils nous mentent pas. Mais ils se racontent des histoires à eux, parce qu'il faut bien mieux dire « Ah non, non, moi j'ai pas de problème sexuel, hein. » Comme ça, vous savez, c'est la méthode Coué, hein, tout va bien, plutôt que de se dire qu'on en a. Le symptôme sexuel, donc, sera d'autant plus présent si l'excitabilité de l'un comme de l'autre est fixée à la problématique corporelle et ne peut plus se nourrir de l'imaginaire et des émotions. Alors, si c'est normal de ne pouvoir avoir une sexualité de bonne qualité parce que ça s'expliquerait physiologiquement, psychiquement, relationnellement, pourquoi en parler? Pourquoi l'envisager comme possible? Parce que, je le répète, c'est un droit. La santé sexuelle fait partie des droits humains. Cela inclut entre autres le droit pour tous d'accéder à la meilleure santé possible en matière de sexualité, ainsi que le droit de rechercher une vie sexuelle satisfaisante, sûre et agréable. Parce que qualité de vie rime avec sexualité épanouie. Ça rend heureux de bien faire l'amour. Regardez les gens autour de vous dire « T'as vu comme elle a changé, elle est amoureuse, hein, t'as vu, elle pétille. » J'ai vu l'autre jour au cabinet une dame qui n'avait plus de sexualité avec son mari, qui a retrouvé des rapports sexuels, pas grâce à moi, dommage, grâce à VA. Et elle disait « On a fait l'amour comme quand on avait 25 ans. » Elle était très loin de les avoir. Comme quand on avait 25 ans. Et cette dame était devenue d'une consultation à l'autre jolie, pétillante. Elle avait les yeux qui pétillaient, elle s'était un peu plus maquillée, était heureuse. Parce que la sexualité, en consolidant l'amour et la relation de couple, va être une motivation pour combattre la maladie. Moi, je dirais que c'est encore mieux que le sport. Et ça peut être à côté. Et en plus, vous allez, en faisant l'amour, vous allez utiliser, déjà j'avais mis ça dans mes pompes, comment elle appelait ça, Madame Tubiana, des mètres. Des mètres, pas trop. Hein, faire l'amour, ça n'entraîne pas des efforts physiques extraordinaires. Ceci dit, ça dépend comment on fait. Hein, par exemple, les gens qui ont des maladies cardiaques où ils doivent faire peu d'efforts, on les apprend à utiliser leur respiration différemment, leur corps différemment, etc. Donc vous pouvez développer très peu de mètres en faisant l'amour quand il ne faut pas, mais vous pouvez en développer beaucoup aussi quand il faut, quand ça va vous aider. Et puis parce que ça vous va bien, tout simplement. Parce que la sexualité, par les bénéfices physiologiques, la libération d'endorphines, entre autres, va diminuer les douleurs, va diminuer l'angoisse, va diminuer le désespoir. Et on le voit beaucoup, vous savez on parle beaucoup d'assistance sexuelle et de droit à la sexualité chez les handicapés. Parce qu'on a remarqué que les handicapés, quand ils avaient une sexualité, eh bien, ils avaient besoin de moins d'antalgiques. Ils dormaient mieux, ils étaient de meilleure humeur, ils étaient moins angoissés, le kiné pouvait travailler, tout allait mieux. Alors le problème des handicapés, des assistants sexuels, en France, il n'y en a pas, il y a des écoles en Suisse, notamment, et dans d'autres pays. Ce sont souvent des prostituées qui se sont reconverties, mais en France, ne nous l'aurons pas, ça existe.
dans plein de centres. Hein. On aide les gens à avoir une sexualité. Quand ce sont des couples, on les aide à se positionner pour avoir un rapport sexuel. Quand les gens sont tout seuls, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se masturber parce qu'ils ont une telle spasticité que ce n'est pas possible, on leur fournit des sextoys qu'on peut mettre en place. Après, on laisse leur intimité, etc. Parce qu'on a remarqué que c'était meilleur pour la santé. Et franchement, moi je crois que c'est plus sympa que le sport, mais je vous taquine. Hein. Chacun défend sa boutique. Hein. Et le sport, c'est très très bien, c'est bon pour tout. Donc je ne sais pas si les messieurs du sport sont là, je ne voudrais pas qu'ils croient que je sous-estime ce qu'ils ont dit. Les messieurs et les dames. Parce que l'estime de soi va grandir. Lacan, vous connaissez Lacan, c'est lui qui cachait le tableau L'origine du monde dans un placard. Psychanalyste, on s'inquiète, mais bon. Lacan dit le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre. Alors Lacan, il n'est pas réputé pour parler de manière très facile à comprendre. Moi, je suis un peu simplette. Je dis, on n'est rien. On n'est rien sans le désir de l'autre. Parce que la sexualité, avec sa dimension d'intimité, de sensualité, de complicité, va renforcer le couple. Et un jeune couple était venu me voir parce qu'eux non plus, ils n'avaient pas de rapport sexuel. Ils savaient, quand on n'a pas de rapport sexuel depuis longtemps, on ne sait plus trop comment s'y prendre. En tout cas, ils avaient retrouvé une sexualité et en étaient heureux. Ils me racontaient être allés à une soirée et ils me disaient il y avait plein de monde et on se regardait tous les deux là et on se regardait, on était complices, on était les seuls à savoir ce qui s'était passé. On avait cette complicité, ce lien, ce plaisir. Qu'ils soient les seuls à le savoir, j'ai un petit doute. Hein. Regardez combien de fois on dit, t'as vu ces deux-là? T'es sûr que t'as vu ça? T'as vu comme ils se regardent? Ça se voit, quelquefois. Alors, comment faire pour retrouver, vivre sa sexualité? Ah, ça, c'est pour tout le monde. Je crois qu'il y a des choses qui sont, qu'on peut dire au monde entier. Attention aux idées reçues, aux croyances, aux mythes, souvent très genrés. Avant, on disait sexué, maintenant on dit genré. Vous savez, les hommes ont des besoins. Les femmes qui ont beaucoup d'amants sont des vénardes, me disait une copine. Attention à nos propres projections. Surtout nous soignons. Nous ne sommes ni juges, ni Dieu, mais un éducateur, un passeur, qui va permettre à chaque individu de comprendre son besoin, d'y donner du sens pour y répondre dans la liberté, le respect des droits humains et l'altérité. Attention aux diktats des médias qui prônent performance plutôt que santé et désir sexuel et plaisir sexuel. Parlons par exemple de l'orgasme. Pendant longtemps, l'orgasme féminin était au placard. Celui des hommes a toujours été important, parce que couplé à l'éjaculation, permet la procréation. Donc c'est nécessaire. Et on voit bien dans notre pratique combien c'est toujours très ancré, très important. Un rapport sexuel doit se conclure par une éjaculation. Il faut bien que je finisse. Ou les jeunes femmes, parce que j'ai l'idée quand même qu'il y a beaucoup de régression, mais enfin c'est un autre sujet, disent, mais il faut bien que je le finisse, le pauvre. Il y en a une qui, puisqu'il a une érection, il faut qu'il éjacule. Vous voyez, sinon il va péter les plombs. Il y a même une jeune femme qui m'a dit, mais un homme, s'il éjacule pas, il peut avoir des hématomes dans les testicules. Si toutes les femmes qui avaient une excitation sans avoir un orgasme avaient des hématomes dans les ovaires, ben dites-moi. Comme si, parce qu'il y a un début, il doit y avoir une fin, précise, déterminée par une norme qui ne tient compte ni du moment, ni de la singularité du couple, ni de la personnalité et du désir de chacun. Mais depuis quelques décennies, c'est l'orgasme féminin qui est en jeu. Elle doit jouir. Sinon, je ne suis pas un homme capable, je ne suis pas un homme. Je ne vais pas jouir, je ne suis pas un homme. Pour tous, c'est la preuve de l'amour, la preuve qu'ils sont adéquates. Et alors, si on a un orgasme simultané, alors là, vous voyez des gens qui s'épuisent, vous voyez, avoir des orgasmes simultanés, parce qu'ils ont l'idée que la sexualité, le rapport sexuel, c'est un moment de fusion. Vous voyez, on va fusionner. Non, le rapport sexuel, c'est pas un moment de fusion. C'est un moment de diffusion. C'est le moment où on diffusionne le plus. Lacan, toujours le même, c'est mon cousin,
disait il n'y a pas de rapport sexuel. Ça veut dire que les gens ne relationnent pas dans la sexualité. C'est tout le reste de leur relation, de leur couple, de ce qu'ils auront construit, qui vont faire que la sexualité ne sera pas que de la sexualité, mais sera quelque chose de plus grandiose, on va dire. Donc on voit chacun s'acharner de faire en sorte que l'autre ait le plaisir que l'on croit être le bon pour elle ou pour lui. La sexualité n'est plus un plaisir, mais un examen à passer où l'on doit répondre à tous les items et avoir la mention très bien. Marie-Thérèse Riboiron, qui est une américaine, disait en mai 1976 « Vivre en femme, c'est aussi ne plus me soumettre à cette forme de sexualité que je me suis laissé imposer par les hommes dès mes premiers ébats. L'orgasme à tout prix et au plus vite. » Vous voyez, et quelquefois, quand on dit à un homme, mais elle n'est pas obligée d'avoir un orgasme à chaque fois, c'est pas grave. Ah bon, ils n'en reviennent pas, ils n'ont pas idée, certaines personnes n'ont pas idée qu'on peut avoir du plaisir sans orgasme, de la même façon qu'une femme peut avoir un orgasme sans avoir beaucoup de plaisir, de la même façon qu'un homme peut éjaculer. C'est nos croyances de croire que quand il éjacule, il a des orgasmes magnifiques. Il y a un monsieur qui me disait, moi quand j'ai des orgasmes, ce qu'elle me fait, vous savez... ça me fait du bien, quoi, mais c'est comme quand on fait pipi, quoi. Ça soulage, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on fait la guerre. Donc, vous voyez, c'est important, quelquefois, d'expliquer tout ça à nos patients, parce que quand sexualité rime avec performance, on se retrouve avec des couples très en souffrance. Et c'est bien le cas, je pense que, Emmanuel, tu ne vas pas me contredire, mais s'il te plaît, tu me contrediras quand tu seras sorti. Après le cancer de la prostate, où il est impensable pour certains patients de rééduquer leur fonctionnalité rectile, et quelquefois on le voit, c'est pas possible pour eux. Ils ne peuvent pas avoir d'érection, donc ils ne donneront pas de plaisir à leur partenaire, donc ils n'ont pas de sexualité, ils ne font rien. Et malgré la demande de leur partenaire, qui souffre de ne pas être désiré, d'être privé de sensualité, du plaisir des caresses, assurant à juste titre que la sexualité, c'est pas que la pénétration, ces hommes-là refusent sensualité et érotisme. Pourquoi je commencerai quelque chose si je ne peux pas aller jusqu'au bout? Je leur dis, mais il faut absolument un dessert pour faire un bon repas. Mais c'est quelque chose... Alors, je racontais cette histoire-là à une de mes amies qui me disait, mais les mecs, qu'est-ce qu'ils sont égoïstes, quoi. Ton patient, tu ne pouvais pas lui dire qu'il pouvait caresser sa femme, qu'elle en avait besoin. Je crois que ça va au-delà de l'égoïsme. Je crois que c'est ne plus se sentir homme, ou plus, et c'est rigolo parce que vous ne voyez pas ici, mais c'est les messieurs qui font beaucoup. Ne plus se sentir homme, donc je ne suis plus un homme, donc voilà, je vais pas faire ça. Hein. Je suis incapable de monter en haut du Mont Blanc, je ne vais pas commencer, à quoi ça sert de commencer, parce que je ne suis plus un homme. Ma fonctionnalité, mon essence même a été détruite, donc je ne peux rien m'accorder de ça. Quand le désir est absent, quand la possible excitation est limitée, en tout cas dans sa dimension physiologique, quand la peur de la douleur ou la crainte de l'échec éloigne encore plus du plaisir, même si le déroulement du scénario sexuel est efficace, on peut pénétrer, avoir une érection, pénétrer, éventuellement avoir un petit orgasme. Donc, peut-on parler de plaisir? La réussite d'une activité sexuelle, voyez-vous, n'est pas limitée au déroulement d'un scénario unique et stéréotypé, même efficace. La fréquence des activités sexuelles n'est pas non plus un bon indicateur de la satisfaction sexuelle, parce qu'on se réfère souvent à ça. Et si vous demandez aux gens combien vous avez de rapports sexuels par semaine, moi je vois commencer en PMA, combien vous avez de rapports sexuels par semaine? 3. Tout le monde a 3 rapports sexuels par semaine, parce que ce sont les statistiques de Marie-Claire, pas Marie-Claire, pas le docteur Marie-Claire, je parle du magazine. Et puis qu'on vous a dit que si vous avez 3 rapports sexuels par semaine, ça évitera le cancer du sein, ça évitera je sais pas quoi. Donc on répond toi, comme ça on est tranquille, vous êtes dans la norme, personne ne vous embête. Mais ça veut rien dire. Le plaisir sexuel, c'est tout ce que l'intelligence humaine permet de construire à partir du génital, en faisant intervenir la séduction, l'érotisme, l'imaginaire, les émotions, pour provoquer du sublime. La bonne nouvelle, c'est que la santé sexuelle, ce n'est pas fixe.
c'est développemental. On ne naît pas avec la possibilité d'avoir du désir, de s'exciter et de jouir. Ce n'est pas un don, il n'y a pas de bonne fée pour nous donner cette compétence. C'est un apprentissage. C'est apprendre à développer ses habiletés, à connaître son corps, à savoir maintenir son excitation, à la focaliser vers la jouissance. Cela demande de la maîtrise, mais aussi du lâcher-prise. Cela demande d'être en accord avec soi, avec l'autre, de se respecter, de respecter l'autre, de comprendre que notre excitation ne vient pas que de l'autre, mais de nous, et ça c'est très dérangeant. Il faut faire le deuil du prince charmant. Tu verras ma fille, si tu rencontreras un homme, si tu l'aimes, tout ira bien. Mais quelquefois, non, ça va pas bien du tout. Vous voyez, et l'autre ne suffit pas. Je me souviens d'une patiente qui disait « Je fais l'amour avec mon mari, il est beau, je l'aime, je le regarde, je me dis que je suis heureuse avec lui, on a une belle maison, des enfants et tout. C'est magnifique, mais... voilà. » C'est un leurre de croire que l'autre doit suffire, il faut compter sur nous, pas uniquement sur l'autre, pour obtenir notre plaisir. Et je vais vous raconter comment s'est terminée l'histoire de cette patiente. Un jour, elle est allée, ils sont partis en week-end avec son mari, vous savez, ils avaient une box, un truc comme ça, là. Bon, ils sont allés dans une... je le dis, ça date d'il y a des années, et maintenant il y en a partout, donc vous ne saurez jamais qui c'est. Dans une maison dans les arbres, vous voyez, elle m'a dit, on est parti en week-end. J'ai eu un rapport sexuel, j'ai compris ce que... c'était... bon, voilà, bon. Mais j'ai trompé mon mari. Vous partez en week-end un amoureux avec votre mari, vous trompez votre mari, bon. On n'est pas au tribunal, donc, mais quoi, vous avez même dit, c'est le gars qui nous a amenés, on est arrivé le soir, vous savez, il montait, là, vous imaginez Tarzan, vous voyez, avec le Marcel, le sourire éclatant, elle me dit, j'ai trompé avec lui. Comment vous avez fait? Elle me dit, mais j'ai pas couché avec lui, non mais, j'ai pas couché avec lui, mais j'étais avec mon mari, et j'ai imaginé, vous voyez, que j'étais avec Tarzan, c'est moi qui l'appelle Tarzan. Mais petite madame, vous n'avez pas trompé votre mari, vous avez utilisé vos fantasmes. Maintenant, si quand vous êtes descendu le lendemain matin, vous lui avez laissé votre numéro de téléphone, vous avez oublié votre parapluie, dès que vous lui parlez, vous tremblez, je ne vous donne pas les autres détails que je lui ai donnés, ça, la licence ne le permet pas. Elle me dit, vous rigolez, quand je l'ai vu, il avait le même Marcel que la veille, taché, c'est rédhibitoire, et il fumait, il avait les dents... Ah non, mais c'est ça un fantasme, et nos fantasmes, ils sont là pour augmenter notre excitation. C'était une parenthèse. Pour en revenir à notre sujet, on comprend bien que la sexualité sera d'autant plus difficile pendant ou après la maladie si elle était fragile avant, ou si la maladie est venue interrompre cet apprentissage. Ou si encore, la maladie a fait émerger une problématique de couple, personnelle. Et c'est comme ça que le couple peut être amené à se séparer. Une patiente me disait, j'ai surmonté la maladie, tout ce que cela a engendré de peur, de renoncement, de souffrance, c'est pas pour supporter encore sa mauvaise humeur et son égoïsme. Pourtant, cancer ne rime pas avec séparation. On a l'habitude de dire que les couples qui vont bien vont être renforcés par l'épreuve de la maladie et que les couples qui allaient mal auparavant ne pourront qu'en pâtir. Je ne sais pas si c'est aussi simple. Encore faudrait-il savoir si le couple va bien ou va mal. L'habitude, l'attachement, la famille, le contrat, la fidélité, la loyauté nous mettent quelquefois à distance de nos besoins, de nos aspirations et de nos désirs les plus intimes. Tous les petits tuyaux qu'on va vous donner, mettre une nuisette si la sexualité est difficile, utiliser des lubrifiants, de jolis sous-vêtements, etc. Mettre des jolies perruques, turbans, se maquiller, faire du sport. Voilà. J'en ai pour le sport, parce que je crois que j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas en faire quand j'ai entendu ça, donc ils ont été efficaces. Tous ces petits tuyaux seront d'autant plus efficaces que les appropriations sexuelles ont été faites. Sinon, ce ne seront que des outils mécaniques. Donner le meilleur des plantoirs et des engrais à un jardinier, s'il ne différencie pas bonnes plantes des mauvaises herbes, son jardin restera en friche. Peut-être, me direz-vous, avoir de bons outils va l'encourager à apprendre le plaisir du jardinage. Alors, cultivez votre jardin. Plantez-y à votre convenance, à votre gré, des fleurs, des fruits, des plantes exotiques, des arbres fruitiers, du simple gazon. Pour y recevoir avec bonheur l'invité ou les invités de votre choix, partager, échanger, rire,
vous amuser et communiquer avec eux dans un mutuel respect. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très bonne santé sexuelle. Je vous remercie.